Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 5 novembre 2023. Les élections professionnelles sectorielles au ministère des enseignements maternels et primaires sont prévues pour le 20 décembre prochain. Une commission électorale professionnelle est déjà mise en place pour conduire le processus. Déjà, on connaît les différentes listes de candidatures qui seront dans la course à cette étape des préparatifs. Nous ferons le point avec le président de la commission électorale professionnelle, Blaise Akakpo, qui est par ailleurs secrétaire général adjoint du ministère des enseignements maternels et primaires. L'aventure qui a commencé depuis 1983 se poursuit avec des réalisations, des péripéties et des défis qui deviennent de plus en plus grands. 40 ans déjà que l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a été créé à l'occasion de ce 40e anniversaire. Des acteurs du secteur marquent une pause pour évaluer le chemin parcouru et prendre de nouveaux engagements pour le développement du secteur de l'immobilier au Bénin. Bachirou Adjibi, président du comité d'organisation de ce 40e anniversaire, sera avec nous sur ce plateau. Le dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, nous sommes avec Tilda qui sera sur ce plateau. Elle qui a été révélée au monde grâce à sa participation à la compétition musicale Voice Afrique francophone saison 3 en 2020. Artiste confirmée aujourd'hui, originaire du Bénin et de l'île de la Réunion. Elle a à son actif 2 singles que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Ainsi se présente l'ossature de ce grand rendez-vous d'information et de divertissement. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Voici le grand format. À la une de l'actualité au Bénin, la coalition OB 2026 dépose ses valises dans la commune de Port-Massé. Les responsables de cette coalition étaient dans la zone ce samedi pour inviter la population à rejoindre le mouvement pour amener Olivier Bokor à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2026. On en parle dans un instant. On parlera également du sacre du Florent Hunjo. C'est lui qui a décroché le Grand Prix littéraire 2023, la 5e édition de cette initiative annuelle du gouvernement s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur un événement qui va démarrer demain lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit de la semaine du numérique. Mais avant la rencontre, le ministère du numérique et de la digitalisation a initié une séance de fitness avec son personnel au pied de l'Amazone à Cotonou. Les infos pour ouvrir le grand format à l'instar de plusieurs communes du Bénin. C'est au tour de Port-Massé d'appeler à la candidature de Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 ce samedi 4 novembre 2023 à la Maison du Peuple de la localité. Les filles et fils de la commune se sont mobilisés pour adresser leur message aux membres de la coalition OB 2026. Voici d'abord l'ambiance qui a prévalu dans les rues de Port-Massé. Les membres de la coalition OB 2026 accueillis en plein midi à Port-Massé avec des lampes torches. C'était la demande de la population qu'ils sont descendus sur le terrain pour recueillir le message de cette dernière. Un message qui n'est autre que la suscitation de la candidature de Olivier Bokor pour 2026. À partir d'aujourd'hui, la commune de Port-Massé est membre d'office de la coalition OB 2026. L'appel est passé, le message est bien enregistré et ensemble avec la population de Port-Massé, la coalition OB 2026 entend œuvrer pour ce qu'ils appellent le 8 salvateur de Olivier Bokor à accomplir leur vœu. Nous allons le supplier à travers vous, le supplier d'accepter de se présenter aux élections de 2026 pour continuer l'œuvre entamée par son grand frère et pour soulager les populations. L'adhésion de Port-Massé à la coalition OB 2026 n'est pas anodine. Le but, c'est de pérenniser les actions de la rupture. Oui, il faut quelqu'un qui soit capable de préserver les acquis. C'est à la recherche de cette perle rare que nous, peuple de Port-Massé, sommes tombés sur un personnage depuis longtemps discret, que nous voulons faire révéler au peuple béninois à travers la coalition Olivier Bokor 2026.
Si le président Talon avait un frère, un ami, un siamois, prêt à mourir pour sa cause, il s'appelle Olivier Bokor. Les sages, les femmes et les jeunes de Kpamassé ont tous confirmé leur adhésion. Ils ont également formulé des doléances à l'endroit du président Patrice Talon. Ceci pour qu'en 2026, Olivier Bokor soit leur candidat à la présidentielle. Un événement d'envergure internationale que le Bénin aura l'honneur d'abriter à partir de demain lundi. C'est la 26e réunion du groupe de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la réunion du groupe chargé de la sécurité de l'aviation civile. La rencontre aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou et en prélude à ce rendez-vous important, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile a animé ce vendredi un point de presse. Karl Legba a dévoilé l'importance de ces assises de Cotonou. On va l'écouter. Cette réunion regroupe près de 300 personnes qui viennent de toute l'Afrique et qui sont de toutes les spécialités de l'aviation pour discuter des questions de planification. Planification de la navigation aérienne. Les équipements qui sont utilisés sur toute l'étendue du continent. Les procédures qui sont utilisées, comment est-ce qu'il faut améliorer cela, quelles sont les nouveautés à introduire, quelles sont les carences qui sont là, qui doivent être corrigées et quelles sont les perspectives de développement en matière de navigation aérienne. Et compléter à cela tout ce qui a trait à la sécurité. L'OACI a un plan pour l'Afrique qui concerne... Voilà quelques soucis avec cet élément sur lequel nous allons sans doute revenir dans notre édition de 19h30 ce soir. De son côté, la mairie de Dangbo a tenu le mardi 31 octobre 2023 sa session ordinaire au titre de l'année en cours. La rencontre qui s'est déroulée sur 3 jours a permis au conseil communal d'examiner et de valider le budget primitif gestion 2024 de la commune de Dangbo. La session a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie. Les précisions sont avec William Clécan. Cette séance des élus communaux de Dangbo est la 4e section ordinaire de la municipalité au titre de cette année 2023. Il s'agit d'une activité trimestrielle prévue par le règlement intérieur de la mairie avec pour objectif discuter de la gestion de la commune. L'occasion pour le maire de remercier ses collaborateurs pour les efforts consentis au cours de l'année. Les membres du conseil communal se retrouver trimestriellement pour ce dernier trimestre de l'année. Il est prévu que nous nous retrouvions le mois d'octobre. Donc c'est pour ça que nous vous avions invité. Donc je déclare officiellement ouverte la session. Et je vous félicite de tous les efforts que vous ne cessez de consentir, les sacrifices pour toujours participer aux sessions, qu'elles soient extraordinaires ou ordinaires. Je vous remercie de toutes les bonnes dispositions que tout le temps vous prenez pour booster le développement de notre cité. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette section, entre autres la lecture du compte rendu de la 3e section ordinaire du conseil communal, l'examen et l'adoption du budget primitif gestion 2024.
cette fois-ci, nous aurons à agir sur le budget exercice 2024, le budget primitif exercice 2024, ce qui est essentiel pour nous parce que c'est la session d'aujourd'hui qui démarre aujourd'hui pour 3 jours qui va déterminer toutes nos activités au cours de l'année 2024. Donc je vous invite, comme vous en avez l'habitude, à la responsabilité et à l'assiduité pour que pendant ces 3 jours, nous puissions sortir forts et heureux dans le but d'avoir au moins servi, contribué à quelque chose pour l'essor du développement de notre commune. Au cours de la section, des débats ont été menés relativement à l'amélioration des actions de la municipalité. À l'issue des discussions, le projet de budget primitif RD6 2024, qui s'élève à un montant de plus d'1 milliard, a été adopté à l'unanimité des élus communaux présents. Éducation à présent, le complexe scolaire Clé de la Réussite est dans sa 20e année d'activité au Bénin. Depuis des années, l'administration du complexe forme non seulement dans les enseignements secondaires et techniques, mais aussi dans l'enseignement professionnel. Hier, samedi, l'établissement a livré donc sur le marché de l'emploi des transitaires et des secrétaires avec des remises de diplômes. C'est sous la bénédiction du vicaire de l'église catholique de Benotin que les récipiendaires ont reçu leur diplôme au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Après des mois de formation en transit déclaration, transit consignation, transit magasinage et en secrétariat comptable ou assistante de direction, ils sont munis d'aptitudes professionnelles pour servir dans les entreprises. Une satisfaction pour le corps enseignant. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être Encore un autre souci avec cet élément sur lequel nous allons revenir sans d'autres soucis de l'autre côté de la régie. Je vous l'annonçais en début de cette session d'information. Quand on parle de la littérature au Bénin, il y a désormais ce nom qu'il faut retenir. Florent Hunjo, c'est lui qui a décroché le Grand Prix littéraire 2023. C'est une distinction des acteurs majeurs du livre au Bénin. Cette année, nous sommes à la 5e édition de cette initiative annuelle du gouvernement qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Voici les temps forts de la cérémonie avec William Clécan. La pièce de théâtre Dans les limbes monte sur le toit de la littérature béninoise cette année. L'œuvre fait de son auteur, Florent Hunjo, le Grand Prix littéraire 2023. Il repart avec 5 millions de francs CFA et un trophée pour les belles lettres à l'encre de sa plume. Recevoir un prix littéraire est un immense honneur, une grâce. D'aucuns parleraient même de coup de chance. Et à vrai dire, ils n'ont pas tort. Car, selon moi, la littérature est une affaire de ressenti, de goût. En dehors de la plus grande attraction des cérémonies de récompense des meilleurs acteurs de la littérature béninoise chaque année, cette 5e édition a également primé d'autres maillons importants de la chaîne du livre. Le prix de meilleur éditeur de l'année revient à Christon Éditions avec une enveloppe financière de 3 millions de francs. Ce prix, c'est pour tous les éditeurs avec qui nous avons de très bonnes relations de fraternité. Je vous remercie. 1 million de francs CFA pour le journaliste chroniqueur littéraire qui s'est illustré cette année, Teddy Gandingbe du quotidien Matin Libre. Il fut un temps, j'ai rêvé d'être à ce pupitre et j'ai enclenché mes tout premiers pas. L'année dernière, ce n'était pas la bonne. C'est l'Agence de développement des arts et de la culture
qui a organisé le Grand Prix littéraire cette année en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Bénin. Célébrer l'excellence dans le domaine de la littérature revient à mettre en lumière l'art de l'écriture au service des idées. Je forme le vœu de voir émerger dans le paysage béninois des talents littéraires capables d'irradier tout le Bénin et le reste du monde de leurs idées. Pourquoi ne pas rêver de voir surgir dans les années à venir des Goncourt, des Renaudot, voire des Nobel. Cette année, certains lauréats des éditions passées ont pu, par exemple, se rendre aux 72 heures du livre de Conakry, où ils ont pu défendre avec brio leurs ouvrages et participer à des débats littéraires sur les enjeux de la politique du livre. D'ailleurs, la visibilité des lauréats et leurs œuvres se fera encore plus grande dans les médias à travers un programme de promotion axé sur des magazines culturels, les émissions spécialisées, tant sur les médias classiques que sur les web magazines. Comme promis l'an dernier, le Salon international du livre va se tenir dès le 9 novembre prochain, après la tenue du Grand Prix littéraire pour la promotion de l'œuvre primée. On va boucler la première partie du grand format avec ce rendez-vous, la semaine du numérique qui va s'ouvrir au Palais des Congrès de Cotonou. Demain, plus de 1000 participants sont attendus à cette rencontre qui va mettre la lumière sur les avancées en matière de digital au Bénin. En prélude à l'événement, le ministère du numérique et de la digitalisation a initié au pied de l'Amazone, ici à Cotonou, une séance de fitness à laquelle a pris part son personnel. On voit ça avec Teddy Goudalo. Cette séance de fitness dénommée Fitness Bonding annonce la tenue effective de l'édition 2023 de la Semaine du numérique au Bénin. 5, 6, 7. Aurélie Adam Soulé, ministre du numérique et de la digitalisation, s'invite également à cette session sportive qui annonce les couleurs des 5 jours d'activité du Sinom qui attend plus de 1000 participants. On sait que dans le secteur du numérique, nous travaillons beaucoup sur les ordinateurs, les tablettes, les terminaux numériques en général. Et aujourd'hui, c'était l'occasion pour le ministère du numérique, à l'entame de la semaine du numérique qui démarre lundi prochain, de sortir l'écosystème du numérique hors de ce cadre habituel dans lequel on le voit. Donc nous sommes venus ici à la grande place de l'Amazone, la belle place de l'Amazone, pour une séance de fitness. Nous avons fait du sport, nous avons dansé, nous nous sommes amusés ce matin. Et c'était pour déjà annoncer la semaine du numérique qui commence la semaine prochaine, lundi précisément, et qui va durer toute la semaine. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous à toute la population béninoise qui a souvent soif d'entendre ce que nous faisons dans le secteur du numérique, de venir assister à cette semaine du numérique. La semaine du numérique est un rendez-vous annuel qui rassemble les acteurs de l'écosystème digital d'Afrique et d'Europe. Elle va se dérouler au Palais des Congrès de Cotonou du 6 au 10 novembre 2023 sous le thème « Quelle technologie émergente pour l'accélération de la transformation numérique des États ?» Merci à vous Teddy Goudalo pour ce reportage. C'était donc le dernier sujet de point de l'actualité dans la deuxième partie du grand format qui va s'ouvrir dans un instant. C'est le plateau invité. On va parler d'abord des élections professionnelles sectorielles qui se préparent de l'autre côté du ministère des enseignements maternels et primaires. Le président de la commission chargée de conduire ces élections sera avec nous juste après la pub. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77.
Site web airfroidbenin.com. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac plus 3 et master Bac plus 5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. C'est une autre occasion pour les enseignants de la maternelle et du primaire de choisir leurs représentants capables de défendre leurs intérêts. Les élections professionnelles sectorielles auront lieu le 20 décembre prochain. Le président de la commission en charge de l'organisation de ces élections vient nous donner une idée du déroulement du calendrier électoral et les dispositions qui sont en train d'être prises pour des élections libres et transparentes. Il est déjà avec nous. Monsieur Blaise Akako, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes par ailleurs secrétaire général adjoint du ministère des enseignements maternels et primaires. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, à ce jour, quelles sont les activités déjà menées au niveau de la commission dans le cadre des préparatifs de ces élections? Merci, Monsieur Boukari. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de partager avec ceux qui nous suivent actuellement quelques informations dans le cadre des élections sectorielles au ministère des enseignements maternels et primaires. Cela est d'autant plus important que en réalité, c'est la première fois que dans notre ministère, ces élections-là seront organisées. Donc, c'est tout à fait bien que vous nous ayez invités pour en parler. Alors, quel est le point que nous pouvons faire aujourd'hui des travaux du comité? Je dois commencer par dire que le comité électoral a été mis en place le 9 octobre dernier. Et depuis ce jour, le comité s'est mis au travail pour réussir le défi d'organiser une élection transparente, une élection qui nous permet d'avoir des syndicats qui sont représentatifs des travailleurs dans notre sous-secteur.
Alors, ce que nous avons fait jusque-là, c'est d'abord, de lancer le processus d'appurement de la liste électorale. Oui. Parce que vous savez, sans liste électorale, il n'y a pas d'élection. Donc nous sommes dans ce processus qui n'est pas encore terminé, mais nous sommes très, très avancés. Je vais expliquer peut-être un peu rapidement comment est-ce que nous procédons. Oui, nous avons des directions départementales, c'est eux qui ont le plus gros lot de nos effectifs. Nous en avons 12. Nous avons ensuite les directions qui sont au niveau central. Donc, toutes ces directions-là ont élaboré la liste de leur personnel. Et ensuite, les listes nous ont été envoyées. Nous en avons fait des listes électorales provisoires que nous avons renvoyées sur le terrain pour diffusion par tous les canaux possibles et par affichage également, afin de permettre aux travailleurs de se rendre compte de ce qui est, ce qui est disponible sur ces listes électorales et de pouvoir faire des amendements. Oui, parce que sur ces listes électorales-là, nous avons des informations clés. Nous avons fait en sorte que ce ne soit pas des listes surchargées. Donc, ce qu'on retrouve essentiellement sur ces listes-là, c'est nom et prénom, le numéro matricule et le contact téléphonique de l'agent. Donc, ce que nous avons demandé aux travailleurs, c'est de pouvoir consulter ces listes-là pour voir, 1, est-ce que les noms et prénoms sont bien écrits? 2, est-ce que le numéro matricule est bien écrit? Et puis 3, est-ce que le numéro de téléphone qui est marqué est correct? Oui. Donc, voilà ce travail que nous avons fait. Les travailleurs avaient jusqu'au 31 octobre pour les réclamations. Pour faire les réclamations, réagir au niveau de leur structure, notamment les circonscriptions scolaires, les directions départementales et les directions techniques et centrales. Donc, pour dire, ah non, moi, mon nom a été mal écrit, mon numéro de téléphone n'est pas celui-là, mon numéro matricule, ce n'est pas celui-là. Et ces corrections-là sont prises en compte par les différentes structures qui vont nous les renvoyer. Nous allons regarder pour nous assurer que tout est bon et nous allons retourner une fois maintenant encore ces listes-là sur le terrain par les canaux. D'accord. Est-ce que vous avez permettre aux gens les listes de candidature? Oui, là aussi nous avons reçu les listes de candidature parce que ça fait partie d'une des tâches que le comité a déjà exécutées. Nous avons lancé 2 ou 3 jours après notre installation le dépôt des candidatures pour les syndicats qui veulent se porter candidats et solliciter le suffrage des travailleurs. Donc, ils avaient du 12 au 23 octobre pour se prononcer. Et à la clôture, le 23 octobre à 17h, nous en avons reçu 5. C'est ça. Et si vous le permettez, je peux toujours donner à nos téléspectateurs rapidement ceux qui sont candidats au niveau du ministère. Je disais qu'il y a 5 candidats. Nous avons d'abord un syndicat qui s'appelle le SINAPEC. SINAPEC Bénin. C'est le syndicat national des enseignants du primaire pour une éducation de qualité au Bénin. Ensuite, nous avons le SINAPRIM. Le SINAPRIM qui est le syndicat national des enseignements publics primaires et maternels. Nous avons ensuite le cadre de dialogue et de concertation intersyndicale du MAMP, CDCI-MAMP. Nous avons une organisation syndicale qui est dénommée Aube Nouvelle. Et puis enfin, nous avons la coalition des syndicats des travailleurs du MAMP, COSINTRA MAMP. Voilà donc les 5 syndicats qui sont... Est-ce que ces listes sont déjà validées au niveau de la commission? Est-ce qu'il y a des études à faire pour... Nous avons déjà fait un examen de ces candidatures-là. Et il y a pour 2 ou 3 parmi ces candidats-là des pièces qu'ils doivent revoir. Et nous les avons notifié cela. Ils ont réagi déjà. Donc, dans la semaine, le comité électoral aura validé et donc, ces candidatures-là et va publier maintenant la liste définitive des candidats aux élections sectorielles. D'accord. À partir de ce moment, quelles sont les autres étapes qui restent à franchir avant le 20 décembre prochain? D'accord. À partir de cet instant-là, les étapes qui sont à franchir, il y a d'abord que nous allons finaliser la liste électorale. Ensuite, nous allons procéder à
Une fois qu'on aura validé la liste des candidats, nous allons procéder à l'établissement du modèle de bulletin unique. C'est-à-dire qu'il y aura un tirage au sort qui sera fait et qui va permettre de savoir comment est-ce que les bulletins seront positionnés. Comment est-ce que les logos des candidats seront positionnés sur le bulletin unique. Ensuite, il y a des travaux qui sont des travaux purement techniques, qui ne seront peut-être pas forcément, mais que le comité va suivre, qui ne seront pas forcément conduits par le comité électoral, mais qui sont suivis par le comité électoral. Il s'agit de travaux de paramétrage de la plateforme qui va servir de vote, parce que je ne l'ai pas encore dit. Les élections sectorielles qui sont prévues pour se dérouler en décembre 2020, il y en a plusieurs. Il y a d'autres ministères aussi qui sont engagés dans le processus. Donc, ce seront des élections qui seront faites par vote électronique. Donc, comme là, si vous vous rappelez bien, déjà en 2021, l'expérience a été déjà faite avec les élections professionnelles nationales. Donc, pour les élections, quatre élections à venir, au niveau du ministère des enseignements maternels primaires, au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de la santé, il s'agira de faire un vote électronique. Donc, nous avons de maintenant, du moment où nous allons stabiliser la liste électorale et la liste des candidatures, il y aura le temps pour le ministère du numérique qui nous accompagne dans le processus de paramétrer les données sur la plateforme qui va accueillir le vote. Donc ce travail-là va se faire de novembre jusqu'en décembre. Par la suite, puisqu'il s'agit de vote électronique, il sera élaboré des éléments audiovisuels que nous allons mettre à la disposition des syndicats et de leurs militants pour leur expliquer comment il faut procéder pour émettre son vote. Et donc ça aussi, ça va être fait et ça va être suffisamment relayé par nous-mêmes, l'administration, mais aussi également par les syndicats, puisqu'ils auront pendant la campagne à mettre l'accent sur ces éléments-là pour montrer à leurs militants comment ils doivent procéder pour émettre leur vote. Et puis ensuite, il y aura la campagne électorale. Campagne électorale qui se déroulera environ à 2 semaines avant le 20. Et donc, une fois que la campagne sera terminée, il y aura la journée de battement comme habituellement pour toutes les élections. Et le 20, au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires, il y aura le vote. Le vote, comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire national ou bien il y a des zones ciblées pour... Non, le vote se déroulera. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est un vote électronique. Oui. Donc, il n'y aura pas de bureau de vote physique quelque part où les enseignants, en tout cas le personnel va se rendre pour aller voter. C'est un vote électronique. Donc, le vote aura lieu partout. Dans les maisons, dans les cours de récréation, dans les bureaux. Peut-être si c'est à la pause que je vais voter, je peux voter pendant que je suis dans une cantine en train de manger. Donc, ce serait vraiment un vote. D'accord, mais là, quelles sont les garanties de crédibilité, de transparence ou de fiabilité que vous donnez aux différents acteurs quand il s'agit d'un vote électronique? Non, la première garantie que je vais donner, c'est qu'on a déjà fait l'expérience une fois. Et on a fait l'expérience et je pense qu'en 2021, lorsque nous avons fait les élections professionnelles nationales, il n'y a pas eu vraiment de problème. En tout cas, pas de problème majeur. À part, c'est ce qui est normal, cette réaction qui veut qu'on se demande est-ce que tout va bien se passer, est-ce qu'il y aura la transparence et tout ça. Mais en dehors de ces interrogations-là, je pense que l'exemple de 2021 est là pour dire que le gouvernement est engagé dans un processus où il faut faire une élection transparente, libre et équitable. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Ce que nous voyons plutôt, c'est que les perturbations seront moindres. Quelqu'un ne dira pas « Ah, on a mis le bureau de vote quelque part que je n'ai pas retrouvé » ou bien « Il faut que je fasse 20 km, 10 km avant de retrouver un bureau de vote. » Donc, toutes ces tracasseries-là seront pour les complètement... qui sont dans les zones où il n'y a pas la connexion, c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes de connexion, il y en a quelque part. Mais en général, le Bénin est quand même plus ou moins bien couvert. Mais il y a des dispositions qui sont en train d'être prises aussi. Parce que pour voter, il faut avoir juste un téléphone portable
qui fonctionnent sous Android ou iOS, ou alors, pour les mieux nantis, avoir un ordinateur portatif ou bien un ordinateur de bureau pour voter. Donc, puisque nous sommes conscients de ces réalités-là, nous prenons des dispositions pour que, en dehors du fait que chacun peut rester là où il veut pour voter, dans son lit, dans son salon, dans sa chambre, partout où il veut, pour voter, l'administration va travailler également à mettre en place, pas à mettre en place, à profiter de certaines infrastructures et structures qui existent déjà sur le territoire national pour permettre à ceux qui ont quelques difficultés pour avoir de la connexion, peut-être de se rendre dans ces coins-là. Nous allons communiquer autour de ça. Il s'agira surtout des centres communaux de services publics, des guichets, des services des relations avec les usagers. En son temps, nous allons communiquer autour de ça pour dire la localisation de toutes ces structures-là où, si on veut, on peut s'y rendre dans les communes pour dire, bon, mais moi, je n'ai pas la connexion facile, je vais là, il y a une connexion qui est assurée et les gens peuvent voter. Alors, l'autre préoccupation, c'est que les syndicats affiliés à la CSTB ne sont pas représentés dans le comité électoral. Est-ce que les garanties de transparence que vous donnez vont rassurer davantage ces candidats? Non, non, ce n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai, cette affirmation. Allez-y. La CSTB est bien représentée dans le comité. Je sais qui représente la CSTB. Bon, je ne veux pas donner de nom sur ce plateau, mais la CSTB a un représentant au niveau du comité et il participe régulièrement aux travaux et vraiment de manière correcte et assidue. Je lui en sais vraiment. Je lui en sais gré. En dehors de la CSTB, je dois dire qu'il n'y a pas vraiment de centrale. C'est vrai que l'élection que nous organisons, ce n'est pas une élection pour les centrales. Il faudrait le préciser. C'est une élection pour les syndicats du ministère des enseignements maternels et primaires. Mais l'enjeu est tel que nous ne pouvons pas dire que les centrales ne vont pas s'intéresser à ce qui se fait au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Donc, d'une manière générale, toutes les chapelles syndicales sont représentées. C'est ça qui a fait que nous avons un comité électoral qui est un peu, je vais dire, un peu lourd. Mais nous nous sentons à l'aise avec ça parce que ça permet de mettre tout le monde d'accord sur ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas de syndicat, en tout cas pas de grand regroupement de syndicats qui ne soient pas représentés dans le comité électoral. L'autre chose, il y en a qui pensent qu'il y a certaines coalitions de candidatures qui sont proches, on va dire, du ministre donc, des enseignements maternels et primaires, donc portées par l'autorité. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, ça, je suis déjà venu une fois sur ce plateau et puis on en a discuté. Et puisque l'élection aura lieu... Vous savez, quand on dit qu'il y a des centrales, il y a des syndicats qui sont proches du ministre, on dit la même chose, on dit il y a des syndicats qui sont, des centrales qui sont proches du gouvernement. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons fait l'expérience des élections professionnelles de 2021. On s'est rendu compte que, est-ce que quand on a sorti les résultats, on a dit que c'est un syndicat qui est proche du gouvernement qui a été élu. Vous savez, dans le dialogue social, il y a des syndicats peut-être qui sont plus responsables, qui collaborent mieux, qui ont à cœur l'intérêt du système en même temps qu'ils ont à cœur l'intérêt de leurs militants. Bon, est-ce que c'est ceux-là qu'on estime être des syndicats du ministre? Ce qui est sûr, ce n'est pas le ministre qui détermine les résultats. Les militants vont émettre leur vote sur une plateforme qui est complètement transparente. Ce serait exactement comme les élections que nous organisons. Il y aura une urne, seulement que l'urne n'est pas physique. Ce sera une urne électronique dans laquelle chacun déposera son choix. Et par la suite, l'urne sera ouverte. Et je peux vous rassurer que les dispositions qui sont prises sont telles que il y aura une clé pour ouvrir l'urne électronique. Et cette clé-là, elle sera, disons, divisée en 5, au moins, en 5 parties, que nous allons distribuer aux membres du comité. Et vous savez très bien que dans le comité, il y a plus de syndicats que les membres de l'administration. Donc, les syndicats auront peut-être 2 sur 5 parties de la clé qui sera partagée. Et chacun garde sa clé, sa portion de clé très jalousement. Et c'est ensemble que nous reviendrons dans une salle pour dire, voilà, chacun met la partie de sa clé et nous allons constituer la clé unique qui permettra d'ouvrir l'urne électronique pour que l'urne puisse nous dévoiler les résultats de
des élections professionnelles. Je voudrais rassurer tout le monde que nous travaillons à ce que, en tout cas, avec l'appui des ministères qui nous accompagnent, d'abord notre ministère lui-même d'abord, ensuite le ministère de la fonction publique, le ministère du numérique, nous travaillons à ce que ces élections que nous allons organiser soient vraiment complètement transparentes, de façon à nous permettre de savoir avec qui nous discutons. D'accord. En 2-3 mots, on va finir avec votre message peut-être à l'endroit des candidats, des électeurs et tous les acteurs qui sont concernés par ces élections. Le message que je vais d'abord donner, j'ai commencé déjà par le dire, le premier message, c'est un message de remerciement du comité envers le ministre de tutelle, le ministère des enseignements maternels et primaires, ensuite le ministère de la fonction publique, le ministre de la fonction publique et ses collaborateurs, ensuite le ministre du numérique et de la digitalisation et ses collaborateurs, parce que tout cela nous accompagne pour que nous puissions réussir notre mission. Ensuite, en direction des personnes qui sont appelées à voter, pour leur dire, les listes sont circulées jusque-là, c'est vrai, nous avons dit, à partir du 31, on arrête parce qu'il faut un temps pour transmettre les listes à l'opérateur qui doit faire le vote, mais que les gens n'hésitent pas, là où il y a problème, de pouvoir nous contacter pour que nous puissions voir ce qui peut être corrigé avant la tenue des élections. Et rassurer une fois encore pour dire, personne ne verra son suffrage volé. Tout ce que nous voulons au ministère, c'est de savoir désormais qui sont les syndicats représentatifs avec qui nous allons travailler. Et le gouvernement, moins encore le ministère, n'est pas dans la logique de voler à quelqu'un sa victoire. D'accord. Merci à vous, M. Blaise Akapo, président de la commission chargée de l'organisation des élections professionnelles sectorielles au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Par ailleurs, secrétaire général adjoint du dit ministère. Très bonne journée à vous et surtout du courage pour cette tâche qui n'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile, mais nous nous sommes engagés à le faire et je pense que nous allons réussir cela. D'accord, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. 40 ans déjà que l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a été mis en place, 40 ans au service de l'immobilier au Bénin. Quel bilan peut-on faire de ce parcours et qu'est-ce que les acteurs sont en train de prévoir pour marquer l'événement? C'est notre prochain sujet de discussion juste après cette courte pause. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Allez, partagez le direct, partagez le direct. Zizi, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Boss aussi, les ouzous chaînes à notre coin. Eh, tu veux connaître ton boy, ton élément, le seul, unique, et le varou pour guerre. Maintenant, il n'y a qu'un seul sorcier, c'est le chef du gang, c'est le sorcier vivant, c'est Taboué. La meilleure connexion internet, c'est les nouveaux forfaits Illuminet de Celtis. Grâce à Illuminet, mes lives Facebook, TikTok et autres sont ultra fluides. Et je me connecte facilement avec le gang. Nouveau forfait Illuminet. C'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement. C'est ça l'illimité en plus grand. Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application My Celtis Cash. Celtis, bienvenue chez vous. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Nous sommes dans la deuxième partie de ce rendez-vous. 40 ans déjà que l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a été mis en place. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire du chemin parcouru et quels sont les défis qui s'imposent aux acteurs du secteur pour mieux répondre aux demandes? C'est la personne qui préside même le comité d'organisation de ce 40e anniversaire qui est avec nous sur le plateau du grand format. Monsieur Bachirou Adjibi, bonjour. Bonjour, monsieur Idriss. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci, on va commencer par connaître quelle est l'importance d'un architecte ou d'un urbaniste dans la cité. Merci beaucoup, monsieur Idriss. C'est une question très, très pertinente. Il suffit de voir un peu ce qui se passe dans la cité autour de nous, de voir un peu l'évolution des choses, surtout depuis l'avènement de la rupture, pour comprendre que l'architecture et l'urbanisme
sont effectivement des activités qui sont très très importantes dans la cité, dès lors qu'en amont, il y a une réflexion poussée, il y a une vision, et le résultat est naturellement épatant. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons du 40e anniversaire de l'Ordre des architectes donc, et des urbanistes du Bénin. Quels sont les éléments ou des événements ou des circonstances qui ont motivé en son temps les dirigeants à la création de l'Ordre? Oui, effectivement, déjà dans les années 80, il y avait effectivement une poignée d'architectes qui étaient installés justement dans le pays. Et dans les années 82, on a vu apparaître un grand nombre de jeunes architectes qui ont été formés à l'UAMO à Lomé. Et ces architectes-là, quand ils sont arrivés, a tout de suite fait mouche. Et donc, très très vite, il y a eu un travail entre les anciens et les nouveaux qui ont souhaité, ils ont eu un travail de réflexion. C'est vrai que par moments, il y a eu des divergences, mais au final, il y a eu une très très belle vision qui a permis naturellement à poser les bases de comment il faut faire pour mettre sur place, n'est-ce pas, un cadre qui pourra permettre, n'est-ce pas, aux architectes et aux urbanistes de pouvoir exercer dans les règles de l'art. Et c'est en cela qu'il y a eu le décret 83-388, n'est-ce pas, qui a permis d'organiser ce métier-là. Et depuis maintenant 40 ans, nous avons la chance de travailler, n'est-ce pas, dans un cadre beaucoup plus apaisé pour apporter ce que je peux appeler de la qualité aux usagers de la ville et des quartiers. D'accord, on va dire que c'était le début d'une aventure que vous célébrez aujourd'hui, 40 ans après. Quel bilan peut-on faire concrètement? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste? Oui, 40 ans après, il y a eu forcément des avancées. Il y a eu forcément des avancées. C'est vrai que pour une institution, il y a des hauts et des bas, mais force est de constater quand même que malgré les soubresauts par moment, malgré des étapes d'évolution et de tension par moment, nous pouvons aujourd'hui, sans se tromper, que l'ONAB, qui est l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, a pu quand même, de façon assez apaisée, n'est-ce pas, trouver une solution pour qu'on puisse avoir des avancées nettes en ce qui concerne non seulement en termes de réalisation dans le pays, mais également en termes de qualité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le travail des architectes en tant qu'un travail de qualité qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, le Bénin appartient à plusieurs organisations fertières des architectes au plan national comme mondial. Quelle est la place qu'on occupe et quel est l'impact de l'expérience acquise à l'extérieur pour le pays? Oui, c'est vrai. Le Béninois, je dis le Béninois, excusez-moi, l'ONAB n'est pas resté du tout en dehors de ce qui se passe autour, n'est-ce pas, de l'institution. Et c'est en cela que, depuis même, si je prends par exemple l'organisation l'UIA, qui est l'Union internationale des architectes, nous sommes présents. Hein. Si je prends également, comment dirais-je, l'AUA, qui est, n'est-ce pas, l'Union des architectes d'Afrique, nous sommes également présents, ne serait-ce que par l'intermédiaire de notre président Soglo, qui est actuellement le vice-président de l'OUA dans la zone Ouest-Afrique. L'ancien président de voilà, l'ancien président de l'ordre, n'est-ce pas, qui est le vice-président aujourd'hui de l'OUA dans le secteur de, comment dirais-je, de la zone Ouest-Afrique. Et également, nous avons la FAFA, qui est la Fédération des architectes francophones, n'est-ce pas, d'Afrique, qui est également, où nous sommes également présents. D'ailleurs, dans le cadre de ces manifestations-là, la FAFA sera présente comme toutes les autres institutions. Et à ce stade-là, d'ailleurs, la FAFA a décidé d'organiser son assemblée générale à Cotonou lors des événements des 40 ans. D'accord. Parlant même de l'environnement du travail, qu'il soit juridique, économique et social ici, au Bénin, est-il favorable pour un architecte ou urbaniste? Pour l'environnement, quand on parle de l'environnement politique, juridique, social, économique, est-il favorable pour vous?
Oui, bon, l'environnement, que ce soit social, juridique, économique, elle est favorable. Elle est favorable. Nous essayons naturellement nous essayons de nous organiser de façon à pouvoir être à la hauteur, n'est-ce pas? Sur le plan économique, vous savez très bien qu'on dit que lorsque le bâtiment marche, tout va bien. Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, nous avons des comment dirais-je, nous avons on peut dire que c'est favorable. On peut dire que c'est favorable. Après 40 ans, pour vous, qu'est-ce que l'État ou le gouvernement peut faire ou doit faire pour davantage améliorer l'environnement de travail pour vous? Est-ce qu'il faut des tests? Oui, c'est vrai qu'il faut des tests et nous avons pas mal de tests aujourd'hui. Nous en aurons certainement encore dans le futur. Mais ce que nous avons identifié en ce qui nous concerne à l'ordre des architectes, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même nous avons des Béninois qui commencent par avoir l'habitude d'aller vers la profession, d'aller vers les architectes, c'est que nous n'avons pas encore cette façon spontanée, n'est-ce pas? Quand le Béninois veut construire, il n'a pas encore cette culture de façon spontanée pour aller vers les architectes. Et notre souhait, justement, c'est de tout faire pour que d'ici les années à venir, le Béninois lambda... Cela vous revient peut-être de faire comprendre l'importance ou bien c'est le coût qui, on va dire, qui fait reculer les demandes? Bon, en général, les gens pensent que les architectes sont chers. Ce n'est pas le coût, parce que quand vous regardez ce que vous faites, quand vous avez l'économie de toute une vie, n'est-ce pas, pour réaliser votre maison, et que vous voyez ce que l'architecte vous prend, bon, vous voyez parfois il va vous prendre 10% ou 5% ou 6%, ça dépend du montant, ce n'est pas du tout le coût. Moi je pense que le travail que nous faisons, et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire lors des 40 ans, c'est de faire comprendre à la population que plus vous allez vers les architectes et les urbanistes, plus vous avez une qualité de vie, plus vous avez un cadre de vie meilleur. Et c'est justement l'objet de cette festivité des 40 ans. D'accord. Sur la question de la formation des jeunes, est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui des outils qu'il faut pour une formation de qualité? Oui, aujourd'hui, nous avons une institution, par exemple, qui forme les jeunes, jusqu'au niveau licence. Nous n'avons pas encore une école, en tout cas l'école se prépare pour pouvoir former les jeunes jusqu'au niveau master, mais la grande majorité des jeunes sont formés dans l'école régionale qui se situe à Lomé. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, de façon aisée, les jeunes sont suffisamment bien formés, suffisamment outillés pour pouvoir aborder. Et justement, il faut dire, parce que non seulement la formation des architectes, il faut compter 5-6 ans, mais au-delà, c'est-à-dire dès lors qu'ils ont fini cette formation-là, pour pouvoir s'inscrire justement, pour pouvoir être membre de l'ordre, il leur faut un stage, n'est-ce pas, dans un cabinet, que ce soit privé ou public, dans un cabinet, il leur faut 2 années, n'est-ce pas, de stage, et à l'issue seulement de ces 2 années, qu'ils pourront postuler au sein de l'ordre des architectes pour être membres à part entière de notre institution. Alors pour marquer ce 40e anniversaire, l'ordre a prévu une série d'activités. On va en parler. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir du 21 novembre, je crois? Oui, c'est bien ça. Oui. Au fait, du 21 novembre au 24 novembre de ce mois-ci, nous avons identifié, nous allons d'abord célébrer les 40 ans, n'est-ce pas, de l'ordre des architectes et des urbanistes du Bénin. Et à cette occasion, nous avons en outre des activités traditionnelles que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire que nous avons le salon Archi Innov, n'est-ce pas? Nous avons déjà fait la première édition, on aurait dû faire la 2e édition, mais malheureusement avec la situation de Covid, on n'a pas pu faire cette 2e édition. Nous allons faire donc la 2e édition de ce salon qui va rassembler pratiquement plus de 2500 à 3000 personnes. Ce sera aussi bien le peuple béninois, les professionnels du bâtiment, que, n'est-ce pas, les fournisseurs de matériaux de construction. À ce salon-là, nous aurons des ateliers, n'est-ce pas, qui vont faire la promotion de matériaux et de matériels de construction. Nous aurons aussi, à l'occasion, n'est-ce pas, de cette festivité, nous avons une dizaine de jeunes architectes qui vont prêter serment, n'est-ce pas, pour être membres
de cette association. Et puis, ce qui est important, c'est le volet un peu international cette année. Parce que cette année, nous avons pratiquement toutes les institutions internationales qui seront là, les institutions que j'ai citées tout à l'heure. Et c'est ici le lieu, par exemple, de dire que nous avons un colloque. Nous avons, par exemple, la conférence des ordres des architectes de l'UEMOA, n'est-ce pas, qui a spécialement délégué l'ordre des architectes du Bénin pour organiser un colloque scientifique. Et ce colloque, qui est le colloque scientifique, le colloque international de l'architecture en Afrique de l'Ouest. Et dès l'ouverture comme ça, ce colloque va commencer du 21 au 22. Et par la suite aussi, nous avons le passe-président Soglo, n'est-ce pas, qui va organiser la 4e réunion de l'AUA, c'est-à-dire que l'Union des architectes d'Afrique, pour la région ouest africaine, n'est-ce pas. Et nous avons, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, la FAFA, qui est la Fédération des architectes francophones d'Afrique, qui va aussi faire leur assemblée générale à l'occasion de cet événement-là. Autant d'événements, n'est-ce pas, qui va susciter la curiosité des Béninois. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que les Béninois viennent massivement. Qu'ils viennent massivement pour comprendre un peu, ou davantage, qu'est-ce que c'est que l'architecture. Qu'est-ce que c'est que l'urbanisme? Comment les architectes procèdent pour avancer? Comment les architectes font pour apporter justement de la qualité justement à leur cadre de vie? Et il y aura également beaucoup d'architectes qui vont exposer ce jour-là, en plus naturellement des fournisseurs de matériaux. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour donner, n'est-ce pas, le meilleur à la population béninoise. D'accord. Après ces moments, on va dire de distraction et puis de réflexion, quelles seront les perspectives, les défis peut-être pour l'ordre pendant, on va dire, les 10 prochaines années? Les défis sont bien grands. Les défis sont bien grands. Mais j'ai oublié de rajouter tout à l'heure qu'effectivement, nous avons naturellement le gouvernement qui n'a jamais cessé de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Nous avons eu la chance de rencontrer la dernière fois le ministre José Donato, qui naturellement est tout à fait bien partant pour nous accompagner, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour le gouvernement, par l'intermédiaire des organes qui s'occupent du parc, de venir expliquer un peu ce que le gouvernement fait, ce que tout le monde voit. Et ça sera l'occasion pour nous, les architectes aussi, de participer et de comprendre davantage comment on peut aller de l'avant dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Alors, vous m'avez dit, quelle est la vision de l'ordre, n'est-ce pas? Mais la vision de l'ordre, elle est très simple. Ce que nous voulons fondamentalement, c'est d'arriver à ce que le Béninois lambda, n'est-ce pas, puisse aller spontanément consulter un architecte ou un urbaniste, n'est-ce pas, dès lors qu'il a le besoin de construire sa maison ou même de construire un bâtiment d'investissement. Parce que c'est en faisant ce travail de masse que nous allons ressentir de façon efficace, n'est-ce pas, le travail que font les architectes et les urbanistes du Bénin. D'accord, on va finir. Un mot à l'endroit des architectes urbanistes et le public qui sans doute fera le déplacement pour suivre les différentes activités que vous avez prévues dans le cadre de ce 40e anniversaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous n'avons pas cessé de parler entre nous, entre les architectes et les urbanistes par rapport à l'événement. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire à mes confrères, aux architectes et aux urbanistes, que c'est le moment qui est venu, n'est-ce pas, pour qu'on sorte de l'ombre, pour qu'on essaye de dire ce que nous faisons, d'exposer ce que nous faisons, d'échanger entre nous, d'expliquer au monde, d'expliquer aux Béninois ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons, et de leur expliquer aussi que ce que nous faisons n'est pas forcément un coût dont ils ne seront pas capables de payer. Et nous sommes ouverts, nous voulons leur expliquer ce qui se passe. Et je crois que la majorité des Béninois ont pris la balle au bon, ils sont en train de s'organiser, surtout par rapport au salon. Eh bien, pour le peuple béninois, on ne cessera jamais de leur faire appel. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer le cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est nous tous qui vivons, n'est-ce pas, dans cet environnement-là. Nous voulons, à l'occasion de ces 40 ans d'existence de l'Ordre des architectes, que le Béninois vienne massivement
voir ce qui se passe, nous questionner, nous bousculer un peu et nous permettre aussi de sortir un peu de nos coquilles pour qu'on puisse leur apporter le meilleur. Et donc, ce que nous invitons l'ensemble du béninois à nous rejoindre du 21 au 24 novembre 2023 pour cet événement. Je vais finir pour dire que nous allons clôturer ces événements par une soirée de gala. Juste pour détendre un peu l'atmosphère et pour montrer aussi que nous sommes capables de faire des sujets intéressants, sérieux, intellectuels, mais au final, nous sommes aussi capables d'esquisser quelques pas de danse, et ici, à lieu de le faire, et de rester ensemble, entre nous, pour rigoler. Et souvent, souvent même parfois, c'est quand on est ensemble comme ça, pour essayer de se détendre, qu'on arrive parfois à faire des affaires. Donc, j'invite mes confrères et mes consoeurs, n'est-ce pas, de se préparer comme ils sont en train de le faire, pour qu'ensemble, ce 24 novembre, qu'on puisse se retrouver autour d'un programme qui a été spécialement concocté pour eux. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur Bachirou Adjibi, président du comité d'organisation de l'événement qui marque le 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Rendez-vous le 21 novembre prochain pour ouvrir la série d'activités que vous avez prévues dans le cadre de ces festivités. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, avant de recevoir l'invité média, nous allons faire très rapidement le point du 8e forum continental annuel des organismes de gestion des élections. C'est avec le directeur général des élections qui nous fera le point de ces assises de Cotonou. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Retour sur ce plateau pour la suite de notre aventure. Nous allons faire très rapidement le point du 8e forum continental annuel des organismes de gestion des élections. Les travaux ont été ouverts depuis le 1er novembre 2023 ici à Cotonou avec le directeur général des élections. Nous allons voir les grandes résolutions qui ont été prises donc, au cours de ces travaux. Monsieur Boukari Abou Souley Adam, bonjour. Bonjour monsieur. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Alors depuis le mercredi dernier, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les acteurs des élections qui étaient à Cotonou sous l'égide de la direction des affaires politiques de l'Union africaine? Merci de nous recevoir encore une fois. Je voudrais dire qu'à Cotonou, il s'est passé de très très grandes choses à Cotonou. Il s'est passé que nous avons reçu à peu près 47 OGE à Cotonou. OGE sont les organismes de gestion des élections. Ce qu'on appelle quelque part Sénat, quelque part CENI, quelque part CEI. On en a reçu 47 à Cotonou. Et ça a été un rendez-vous de donner et de recevoir.
C'était un forum. Et comme vous le savez, un forum, chacun vient avec ce qu'il a comme bagage et il décharge devant les autres et ils échangent par rapport à ce qu'il a amené. Le thème central de ce forum était axé sur les questions de la communication. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez, les GAFA sont aujourd'hui partout, dans nos poches, dans nos maisons, dans nos bureaux, et nous sommes partout. Et ces GAFA sont utilisés à fond par chacun de ceux qui les détiennent pour émettre des messages, pour informer, pour désinformer, pour intoxiquer, pour dire vrai, pour dire faux. Donc nous avons échangé sur toutes ces questions-là. Parce qu'en effet, les défis sont les mêmes dans tous les pays africains. À savoir que autant les GAFA sont utiles, autant aussi ils sont des fois nuisibles. Mais on doit faire avec. On ne peut ni les bannir aujourd'hui, ni restreindre leur utilisation. Parce que si on veut restreindre, on dira qu'on est en train d'interdire ou bien quoi, de réduire la liberté d'expression des citoyens. Donc c'est pour cela qu'au niveau de Cotonou, chacun d'abord, dans un premier temps, a partagé son expérience de la communication. Et puis ensuite, nous avons été plus loin pour adopter 2 documents principaux au niveau de Cotonou. Le premier document, ce sont les lignes directrices relatives aux grands principes pour utiliser les médias sociaux, parce qu'on est aujourd'hui à l'ère numérique, afin qu'ils ne soient pas très nuisibles aux OGE. Pourquoi ce document a-t-il été adopté? D'abord, je rappelle que ce document a été préparé à la suite de la rencontre qu'il y a eu l'année dernière des OGE, le forum qu'il y a eu au Mozambique, où l'OGE de l'Afrique du Sud, la CEI Afrique du Sud, a proposé donc un document que l'Union africaine a soutenu et que l'ensemble des OGE ont approuvé. Et depuis 1 an, l'ensemble des OGE travaille sur ce document. Pas des amendements, il y a eu beaucoup de réunions pour faire des amendements, pour faire des ajouts, des retraits, afin d'arriver à un document consensuel pour toute l'Afrique. Et ce qu'on a retenu en gros, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les lignes directrices sont une ressource désormais précieuse parce qu'ils vont permettre à tous les OGE de partager leur expérience, de nouer les liens avec les acteurs concernés, de préserver l'intégrité et la crédibilité de tout ce que nous faisons en matière d'élection. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la prolifération des diffusions de nouvelles, en fait de fausses nouvelles, de désinformations sur les réseaux sociaux qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire c'est comme un acronyme, voilà, Facebook, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Twitter, WhatsApp, tout ça, ils inondent abondamment la toile, et pas forcément pour dire la vérité. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui les ignorer. Alors on s'est donné des conseils qui sont contenus dans le document qu'on appelle les lignes directrices et les principes pour guider la communication, pour que chacun puisse, là où il est, savoir comment utiliser au mieux ces réseaux sociaux. D'autant plus que nous-mêmes, au niveau des OGE, nous utilisons abondamment les mêmes réseaux. Alors, comment faire pour que la communication qui passe par les OGE et qui vient des OGE soit la plus crue, au lieu de s'en tenir strictement à ceux qui diffusent et qui ont des intentions, ils ont des intentions souvent. Ces informations erronées qui circulent sont souvent là pour manipuler, soit pour manipuler des chiffres qui sortent des urnes, soit pour manipuler même des opinions, soit pour manipuler des régions, soit pour victimiser certaines catégories de citoyens, et le tout est consécutif de tous les éléments qu'il faut pour troubler la paix et pour troubler l'ordre public. Alors face à cela, il faut alors, pour réduire les risques, que nous puissions alors ensemble, avec vous, surtout vous les journalistes également, nous aider à mieux communiquer sur cette question. D'accord. Les travaux, concrètement, comment ça s'est déroulé? Des panels, des communications, des discussions et tout? Voilà, les travaux sont déroulés au total, je crois, en 6 panels. Les 6 panels sont relatifs aux questions de communication. D'abord, on a commencé bien sûr par la première, qui était de discuter de l'intérêt de communiquer en période électorale, en période post-électorale, préélectorale, électorale et post-électorale. Et puis ensuite, nous nous sommes convaincus qu'il faut justement, dans chaque OGE, un plan stratégique de communication. Puisqu'il faut vraiment une communication stratégique pour justement chercher à comprendre, chercher à canaliser ce qui vient pour perturber les cycles électoraux. Et dans ce cadre-là, nous sommes partis des dispositifs légaux qui existent dans les différents pays. C'est vrai qu'ils sont différents d'un pays à l'autre,
Il y a des pays où systématiquement, dès que ça commence, on coupe Internet. Il y a des pays comme le Bénin où on ne coupe rien. Donc chacun fait tout ce qu'il veut. Oui. Donc c'est des cadres juridiques qui sont différents, mais nous devons arriver quand même à harmoniser tout ça pour trouver la meilleure formule pour réduire, pour minimiser les risques. Il y a également par rapport à cela, tout le monde a été amené à partir de son expérience. Donc le Bénin a communiqué ce qui est son expérience, ce qui est son cadre légal. Et je peux vous dire, soit en passant que sont vraiment très loin. L'expérience du Bénin. Ah oui, ça, nous, beaucoup de gens nous ont demandé comment avez-vous fait. Bon, nous, en tout cas, on est en pourparlers. Je pense que s'il plaît à Dieu, si on a la santé, il y a certaines délégations qui vont revenir ici pour pouvoir discuter avec les Béninois par rapport à cette formule qui fait qu'après une élection, il y a toujours la paix, il n'y a pas les gens dans la rue pour dicter la conduite à tuer. Et puis également, je voudrais surtout communiquer là-dessus, c'est le coût de la communication. Le coût de la communication, si vous voyez, dans les budgets que les OGE font, nous avons constaté que dans l'ensemble, la communication n'a pas la meilleure portion des ressources qu'on alloue. Et ça, c'est un gros challenge pour toutes les OGE, pour tous les OGE en Afrique. Parce que si nous ne communiquons pas davantage, face à la floraison, à la floritude de la désinformation, ça peut mettre à mal nos systèmes qu'on a construits si durement, qu'on a construits si longuement à cause de quelques problèmes de sous qu'on n'arrive pas à régler. Et après, c'est le second document qu'on a adopté au niveau de Cotonou. C'est un cadre un cadre stratégique, disons un plan stratégique pour l'évolution de l'association des autorités électorales africaines. Et ce cadre stratégique-là a été donc approuvé à Cotonou, en même temps aussi que les lignes directrices ont été approuvées également à Cotonou. Et ça, c'est pour accompagner les OGE dans la période 2024-2028. Ça a été adopté à Cotonou. Maintenant que chacun est rentré chez lui, que nous aussi nous sommes au Bénin, chaque organe maintenant est chargé de se réapproprier ces documents-là, de discuter à l'interne de l'OGE pour que ça soit bien calé dans la tête de tout le monde. Voilà l'objectif vers lequel l'Union africaine demande que nous allions tous, à savoir renforcer tous les fondamentaux des OGE pour avoir plus de personnel qualifié pour faire le travail qu'il y a à faire au niveau des OGE. Deuxièmement, communiquer suffisamment pour qu'aucun pas de ce qui se fait au niveau des OGE ne soit caché dans la mesure où la législation le permet aux citoyens. Et puis enfin, il faut pouvoir également penser à la relève. Parce que de toutes les façons, autant on élargit ces principes, ce guide-là à tous les citoyens, autant ils se l'approprient que nous pourrions vraiment ensemble mener la lutte, parce qu'il ne reviendra pas tout seul, qui n'est pas le monopole de l'OGE simplement. Voilà en gros ce dont nous avons discuté. Et puis à la fin des travaux, il était question de choisir quelle est la prochaine destination. Après le Bénin. Voilà, après le Bénin. Et puis il y a eu un nouveau président de l'association. Oui, c'était prévu qu'il y aurait un nouveau président de l'association. Et nous frottions déjà les mains, parce que généralement c'est le pays qui recevait, qui d'office était... Bon, voilà, mais sans compter avec les diplomates, ils ont trouvé une formule pour estimer que, à cause de ce que celui qui est là actuellement avait été empêché d'abord par Covid-19, il fallait donc permettre, en tout cas ils ont trouvé une formule là, dont les diplomates le secret pour dire reportons ça à la prochaine destination, qui va être un pays de l'UMA. Un pays de l'Afrique du Nord, c'est la position, en fait c'est le plan A. Oui. Et si ça ne fonctionnait pas, le plan B sera le Rwanda, donc un pays à peu près d'Afrique centrale et Afrique de l'Est. Et ça ne marchait pas, ça va être encore le Bénin. C'est ça. Donc voilà ce sur quoi nous sommes séparés et nous espérons que si les plans A et B ne marchaient pas, le Bénin va accueillir de nouveau. Parce que tous nos autres sont partis très satisfaits. Il y a même un qui a dit quelque chose que j'ai noté. Il dit nous partons tous du Bénin. Nous avons vu un pays, une ville très belle, très propre. Nous avons vu des gens très accueillants, très chaleureux. Nous partons, mais notre cœur restera à Cotonou. Ah oui, d'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boukari Abousoulé Adam, directeur général des élections, pour ce point de travaux du 8e Forum continental annuel des organes de gestion des élections. C'était l'initiative de la direction des affaires politiques de l'Union africaine, c'est bien ça? Merci. Une très bonne journée à vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir de venir. Si vous nous permettez, nous reviendrons encore pour discuter davantage des différentes questions. Oui. Parce que comme je le disais tantôt, nous avons besoin d'élargir la discussion sur les principes
qui régit la communication stratégique et sur les principes qui résident et qui vont gouverner la lutte que nous ferons ensemble pour utiliser au mieux les GAFA. D'accord. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre invité média. Il s'agit de Stéphane Arinros, rédacteur en chef du quotidien L'autre vision. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Mardi, la Nation informait que l'Agence internationale de notation financière, S&P, a maintenu la notation de B+ attribuée à la République du Bénin et révisé favorablement la perspective associée, passant de stable à positive. Cette décision remarquable dans le contexte actuel d'instabilités internationales croissantes place le Bénin comme seul pays d'Afrique disposant d'une perspective positive avec S&P. L'agence salue à travers cette décision la résilience continue affichée ces dernières années par le Bénin, les perspectives de croissance très favorables du pays et une accélération de la consolidation budgétaire anticipée dès 2023. Et ailleurs, Fraternité indiquait que les actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement viennent d'approuver les demandes d'adhésion du Bénin et de la Côte d'Ivoire, une première pour des pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire qui les avaient soumises respectivement en juillet et en août. Le Bénin vient donc de franchir un nouveau cap dans la recherche de financement pour asseoir définitivement son développement économique et social. Les deux pays devront remplir certaines conditions préalables à l'adhésion avant que le processus ne soit achevé, indique la BERD, sans donner plus de précision. À l'Assemblée nationale, la nation notait que c'est reparti pour 3 mois de travaux au Parlement pour le compte de la seconde session ordinaire au titre de l'année 2023. Les travaux ont été ouverts mardi par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Bénin Intelligent pointait que le gouvernement prévoit un taux de croissance de 6,5% en 2024 contre 6,1% à fin 2023 avec un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% contre 4,3% projeté pour la fin de l'année en cours. Concernant les ressources du budget de l'État pour la gestion 2024, le challenge nous apprenait qu'elles sont chiffrées à 2016 milliards de francs CFA contre 1840 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances 2023. Pour le journal, il faut noter que pour ce projet de loi de finances, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour l'année 2024 un budget de 3 199 milliards 274 millions de francs CFA contre 3 033 milliards 337 millions de francs CFA pour la gestion 2023, soit un accroissement de 5,5%. L'autre quotidien pointait que pour le président de l'Assemblée nationale, l'adoption de finances, expression chiffrée de la gestion du pays dans tous ses compartiments, est une prérogative constitutionnelle, un acte politique majeur qui va au-delà des relations entre le gouvernement et le Parlement. Fraternité notait que Louis Béounou Vlavonou, à l'occasion de l'ouverture de cette session, a délivré un discours qui a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale et sous-régionale. Au plan national, il a évoqué les bonnes relations qui existent entre l'exécutif et le législatif. De même, il a mis un accent particulier sur la nécessité du respect mutuel entre politiciens d'un même Parlement, voire d'une même nation, en dépit des divergences d'opinion et politique. Le chef de l'État a réussi à ramener à la même table les frères musulmans de la mosquée de Kadiem. Et à ce sujet, le matin informait que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, réconcilie les frères musulmans de la mosquée de Kadiem. À l'issue de la rencontre, indiquait le matinal, les protagonistes ont accordé leur violon sur plusieurs points. De façon globale, il est à retenir que la mosquée centrale
sera rouverte le vendredi 10 novembre 2023 en présence de toutes les parties. Aussi, le comité de gestion est-il réhabilité avec la reconduction de tous les membres. Ses prérogatives, notamment la mobilisation et la gestion transparente des ressources, sont reconnues de tous. Plus les années passent et plus les Béninois en sont convaincus, fait observer le journal Fraternité, pour lequel Patrice Talon est un ardent défenseur de la paix au sein des confessions religieuses. Déjà à son arrivée au pouvoir en 2016, il avait fait la prouesse de mettre fin à la crise au sein de la grande famille de l'église protestante du Bénin. Pour le cas de la mosquée de Kadiaou, il a fallu le sens diplomatique du chef de l'État, Patrice Talon, qui a pesé de tout son poids pour dénouer cette crise. Et puis, la promotion de la culture est l'un des piliers de visibilité du Bénin et sur lequel le gouvernement met un accent particulier, un sujet qui passionne Bénin Intelligent, qui renseignait que les Vodou Days se dérouleront les 9 et 10 janvier de chaque année dans la foulée de la célébration de nos religions traditionnelles, a expliqué Wilfried Leandro Ngbeji. Au-delà de la célébration à laquelle nous sommes habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur comme ailleurs, a-t-il indiqué. Pour la nation, c'est dans la cité historique de Ouida que l'initiative dénommée Vodou Days prendra désormais ses quartiers chaque année. La première édition qui se déroulera les 9 et 10 janvier prochains simultanément avec la célébration de la fête des religions endogènes se tiendra sur 3 principaux sites. Il s'agit de l'esplanade du Temple des Pitons, un lieu emblématique de la ville, également sur les sites du Fort Français, de la forêt sacrée, du village non loin de la porte du non-retour et de la place Marot dans la même ville, à en croire le porte-parole du gouvernement. Complète le challenge, cet événement vise à diversifier l'offre culturelle et touristique du Bénin. Cet événement contribuera à la promotion du patrimoine culturel national et au rayonnement de la destination Bénin. Sur un tout autre sujet, la nation relatait que le Bénin accomplit d'importants progrès pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Il a engagé des actions et réformes pour renforcer les systèmes de santé, l'offre des services et améliorer l'état de santé des populations. Autant de progrès rappelés par les ministres en charge de la santé et des affaires sociales lors d'une conférence de presse le jeudi 2 novembre en prélude aux manifestations entrant dans le cadre de la journée internationale de la CSU célébrée le 12 décembre pour renforcer le management et le leadership dans le système de santé. Plusieurs organes ont été mis en place, notamment le Conseil national des soins de santé primaire et le Conseil national de la médecine hospitalière. À ces organes s'ajoutent l'Agence nationale des soins de santé primaire, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé de l'eau et l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la permanence. Le matinal ajoutait qu'en dehors de l'assurance maladie obligatoire, d'autres mesures additionnelles sont déployées ou renforcées. Il s'agit entre autres de la gratuité de la césarienne, l'accès à la dialyse des patients souffrant d'insuffisance rénale, la gratuité du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la gratuité de la prise en charge de la tuberculose, du VIH-Sida et des maladies transmissibles, la vaccination de routine, la prise en charge des indigents et les soins à l'étranger au profit des populations béninoises dont l'état de santé a exigé une évacuation sanitaire. Pour finir, 889 000 cartes biométriques sur 1 200 000 ont été déjà distribuées à des populations pauvres extrêmes. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire.
C'était à l'instant l'essentiel des informations relayées par les canaux parus cette semaine. Revue de presse hebdomadaire signée à Siongbon Kani, à Siongbon en plateau pour le décryptage. Stéphane Arin Rosso, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. L'affaire condamnation Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, revient au devant de l'actualité nationale. Cette fois-ci, c'est le député Michel Sodinou du Parti des démocrates qui interpelle le gouvernement à l'Assemblée nationale. D'abord, comment appréciez-vous la démarche? Oui, il faut déjà dire que le député de la 19e circonscription électorale, le député du Parti Les démocrates, Michel Sodinou, est bien dans son rôle. Je pense qu'il relève de la prérogative des députés d'interpeller le gouvernement sur des questions qu'il estime être opportunes. Donc je pense que le député de l'opposition est bien dans son élément. Et il a adressé des questions orales suivies de débat au gouvernement. Bon, on ne peut que apprécier, on ne peut que dire qu'il est dans son rôle en fait. D'accord. Devant la représentation nationale, le gouvernement est appelé à répondre à 4 questions. D'abord, pourquoi les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en faveur de Sébastien Adjavon ne sont-elles pas respectées? Le Bénin est-il contraint de respecter ces décisions? Je pense que le Bénin, entre-temps, le gouvernement s'était déjà prononcé sur le sujet. Le Bénin n'est pas forcément obligé de souscrire à certaines décisions si le Bénin est un État souverain. Si le Bénin estime qu'il n'y a pas matière à mettre en application cette décision-là, je ne pense pas pourquoi on devrait lui forcer la main. Donc, je pense que dans le fond, le gouvernement saura, puisque c'est le gouvernement qui est interpellé, le gouvernement saura trouver les éléments pour répondre aux questions qui lui sont en fait adressées. Oui. Mais je pense que dans l'ensemble des questions que le député a adressées, moi j'ai un petit commentaire à faire là-dessus. Un petit commentaire parce que on se demande si dans le fond ou dans la forme cette démarche-là va aboutir parce que le député a suggéré que le gouvernement se prononce sur des mesures à prendre pour le retour au pays, des mesures qui sont prises pour que les fonctionnaires qui ont appliqué cette décision-là, pour que ces fonctionnaires soient sanctionnés, etc. Je pense qu'il est dans son rôle. Dans le fond, il est dans son rôle, c'est bon. Mais est-ce que dans la forme, le résultat... Quand on veut être réaliste, quoi. Voilà, est-ce que le résultat escompté sera atteint? Moi, je pense que ça va être de la simple routine. S'inscrire dans cette logique-là va être de la simple routine, dans la mesure où le gouvernement qui est interpellé va certainement répondre autant convenable. Il répondra et on va passer à autre chose. Mais est-ce que le résultat sera atteint? Et moi, je pense que dans l'ensemble, le parti, en fait, les démocrates, les députés minorités qui sont à l'Assemblée ne devraient pas forcément s'inscrire dans une logique d'affront politique, de politique de chaises vides, de politique de guéguerre à l'Assemblée nationale pour pouvoir atteindre certains objectifs. Je pense que ça ne marchera pas. Si derrière ça, il n'y a pas une démarche de lobbying, de consensus. Parce que le Parlement, c'est un lieu hautement politique. Et on ne peut atteindre cela que lorsqu'on va à la recherche de consensus. Si les députés du parti les démocrates, qui sont minoritaires à l'Assemblée nationale, ne s'inscrivent pas dans cette logique de recherche de consensus pour que leurs desiderata soient pris en compte, je pense qu'ils vont peut-être s'opposer au président de l'Assemblée nationale, ils vont peut-être refuser de voter pour contenter leurs militants, mais il y aurait aucun résultat de façon objective. Donc ils doivent pouvoir changer de fusil d'épaule. Je ne suis pas contre le fait que le député interpelle le gouvernement, mais du point de vue de l'efficacité, je pense que la démarche est quand même un peu biaisé. Et toujours par rapport à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavono a présenté, on le disait tout à l'heure, son rapport d'activité qui n'a pas été voté par les députés démocrates.
Oui, ce rapport n'a pas été voté, c'est un vote sanction par les députés de la minorité parlementaire. Comme on le disait tout à l'heure, les députés de la minorité parlementaire sont dans leur rôle. Ils ont fait ce vote sanction pour se faire entendre. Ils ont expliqué aux professionnels des médias qu'à un moment donné, le document sur lequel ils devraient statuer, ce document leur a été envoyé très tardivement. Ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour le lire. Ils ont estimé que pour eux, la proposition de loi sur l'amnistie n'a pas été prise en compte dans l'ordre du jour. Ils ont estimé que le vote en procédure d'urgence du budget de l'État, ils ont estimé un certain nombre de choses qui les ont motivés à ne pas voter favorablement pour le rapport. Mais la question que moi je me pose, est-ce qu'en faisant ça, ils seront entendus? Lorsque vous êtes dans une logique où vous êtes minoritaire et que la démocratie, c'est le pouvoir, voilà, la loi de la majorité. La majorité écrase la minorité. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est le système qui est comme ça. Quand vous êtes dans un système comme ça, il vaut mieux aller par la méthode de consensus, discuter avec les gens. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils n'ont rien contre la personne du président de l'Assemblée nationale. Mais du point de vue politique, lorsque vous rejetez le rapport de deux présidents auprès de qui vous êtes censé aller faire des lobbies pour que certains points que vous estimez qui doivent être à l'ordre du jour soient inscrits à l'ordre du jour, si vous votez contre son rapport, c'est que politiquement, il pourrait être réticent par rapport à vos propositions. Donc moi, je pense que les députés de la minorité parlementaire devraient revoir leur fusil d'épaule en allant vers la politique de consensus, de lobbying, de discussion, de dialogue, au lieu d'aller vers la politique de l'affront qui ne les arrange pas forcément. Lorsqu'on le transmet, le document volumineux, on va dire de plus de 100 pages à lire sur place et puis à adopter, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à revoir dans la démarche? Oui, c'est vrai que dans une logique de réciprocité, d'égalité ou d'équité, on pourrait trouver des choses à reprocher dans la démarche. Et estimer que le bureau de l'Assemblée nationale puisse prendre des dispositions nécessaires pour qu'un document de cette envergure ne soit pas envoyé à la veille, encore moins ou bien sur place. Donc c'est comme si on demandait à des personnes quand même responsables de dire oui à un document qu'ils n'ont pas lu et qui va engager demain leur responsabilité. Donc du point de vue de la démarche, on pourrait souhaiter qu'à l'avenir on puisse revoir cette procédure là. Mais n'empêche que dans une certaine recherche de consensus, les députés de la minorité parlementaire votent, quitte à ce qu'ils puissent dire après, nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. D'accord. On va parler cette fois-ci de la Commission béninoise des droits de l'homme qui, il me semble, en difficulté avec surtout le président Kako Chichi. Que se passe-t-il donc au niveau de la Commission? Cette fois-ci, ils sont déjà à la criette pour le volet pénal du dossier. Oui, il faut dire qu'il y a le président qui a été révoqué par les commissaires et ils ont choisi une présidente pour le remplacer. Mais en l'état, le président Kako Chichi a estimé qu'il n'était pas en droit de convoquer une assemblée générale dans la mesure où il y avait déjà une décision de justice qui leur demandait de ne pas, en fait, qui les discréditait carrément. Donc il n'était pas en mesure d'organiser une assemblée générale et que jusqu'à preuve de contraire, il demeure président de l'institution. Il a même rédigé un mémorandum pour expliquer carrément un peu la situation. Je pense que c'est quand même assez déplorable pour une institution qui devrait quand même avoir aussi respectée, qui devrait quand même avoir voilà, qui devrait quand même avoir une certaine crédibilité, qu'on soit peut-être pour des questions d'intérêt, on soit là à tirer sur des choses futiles, carrément inutiles, qu'on peut pour ma part gérer à l'interne. Donc il faut pouvoir appeler les deux camps à la table de la discussion. Il faudrait qu'ils arrêtent cette manœuvre
qui n'honorent pas du tout l'institution, non seulement auprès des acteurs étatiques, mais sur le plan international. Je pense que c'est un faux pas qu'ils sont en train de faire. Et au lieu d'aller devant les juridictions, ils sont quand même des amis, ils travaillent ensemble. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas se voir pour régler ces conflits-là à l'interne et trouver un consensus. Je les appelle à aller à la table de négociation pour qu'on n'ait pas à assister à ces scènes qui, ma foi, n'honorent pas. La criette est déjà saisie, ça veut dire que la situation va s'aggraver davantage. Oui, la situation va s'aggraver, les hommes vont passer, mais l'institution va prendre un coup. C'est pourquoi moi je souhaiterais que d'une manière ou d'une autre, que des dispositions soient prises pour qu'à l'avenir, on n'en vienne pas à ces situations assez déplorables. Alors, dernier sujet avec vous, Stéphane Ahin-Ross, où tous les regards étaient tournés vers les sages de la Cour constitutionnelle qui devraient statuer sur la suspension du groupe de presse, la Gazette du Golfe, suspendu par la HAC pour, on va dire, apologie de coup d'État après de report. La Cour a déclaré que la HAC n'a pas violé la Constitution. Absolument. Et je pense qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Il a donc retourné la balle dans le camp de la HAC. La HAC n'a pas violé la loi. Cela veut dire que d'une certaine manière, il revient donc à la HAC de conduire ce processus à terme. Ce qui est à souhaiter, c'est que les responsables de la HAC puissent revoir. C'est vrai qu'il y avait eu une forme de bras de fer. Il y avait une forme de bras de fer, mais maintenant que la Cour constitutionnelle a dit le droit, je pense que les responsables de la HAC doivent essayer d'être un peu plus regardants, en voyant ne serait-ce que l'aspect social de la chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est des confrères qui sont à la maison, c'est des familles qui sont endeuillées, et c'est une chaîne qui est carrément... Alors, si on comprend bien la décision de la HAC, est-ce que ça, de la Cour, est-ce que ça veut dire que c'est la HAC qui doit décider quand est-ce qu'elle va lever sa suspension? Oui, absolument. Absolument. Puisque si la Cour constitutionnelle dit que la HAC n'a pas violé, c'est qu'il donne carte blanche à la HAC de poursuivre la sanction quand elle veut. De poursuivre le processus et de lever la sanction quand elle veut. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que la HAC, il faut souhaiter que il faut solliciter l'indulgence de la HAC pour qu'elle ne tire pas trop sur cette affaire-là, parce que quand on tape un peu, il faut quand même reprendre. Et l'autre chose, c'est que les confrères n'ont pas eu droit à leur cas à leur cas de presse. Or, ils sont des professionnels, des médias. Donc, il faut bien que cette situation-là connaisse quand même une fin heureuse pour que ces confrères puissent rentrer en possession de leur carte de presse, puissent retrouver leur métier et que leur famille soit quand même à l'aise. Stéphane Ahin-Ross, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, merci pour ces analyses. Merci. On se retrouve dans quelques semaines. Merci. Très bonne journée à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Hey, wow. Willie J's à la prod. Hey, hey, Si tu veux de moi, t'auras pas le choix de te plier à moi. Si tu veux
Être mytho dans les rues, j'ai pas confiance. Ils veulent m'accélérer, j'en ai conscience. À quoi ça sert d'être ensemble sans se donner à l'autre? Si tu veux de moi, t'auras pas de joie. T'oublier à moi. Si tu veux de moi, morceau signé Tilda, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment vous portez? Ça va très très bien. Ça va plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Alors, si tu veux de moi, à qui le message est-il adressé? Bon, le message est adressé, on va dire, bon, comme la chanson le dit, à ceux qui veulent de moi. Après, c'est vraiment une chanson que j'ai écrite dans l'inspiration du moment. Et voilà, donc on a osé, mon équipe et moi, faire un clip qui soit vraiment bon, avec ce côté un peu provoquant comme ça. Et cette touche afrobeat qui est bien marquée. Et c'est cool, hein, c'est cool. Merci. Alors, vous êtes, on va dire, originaire du Bénin et de l'île de la Réunion. Alors, quand on a le don de la musique et dès son enfance et qu'on va encore à son école, qu'est-ce que ça devient? Bon, comme vous dites, je suis originaire de la Réunion et du Bénin. Oui. Moi, je trouve que c'est deux origines qui se complètent très bien et qui sont vraiment, au niveau musical, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien justement mélanger ces deux univers dans ma musique. D'accord. Alors, vous avez été, on va dire, bercé par le jazz, ce qui vous a permis de développer votre talent pour le chant d'abord en autodidacte avant de vous faire former au conservatoire. Alors, que représente le jazz pour vous? Bon, j'ai été formée aussi par d'autres styles de musique comme la pop, etc. Mais on va dire que le jazz, pour moi, ce qui était bien, ça a été de connaître les origines des musiques actuelles, des musiques qu'on aime aujourd'hui. Et puis voilà, ça m'a permis de me former, d'apprendre à écrire de la musique, de jouer avec des musiciens et tout ça. Alors, et puis au conservatoire, vous avez appris la musique, la composition et également. Quel est l'objectif visé donc, à travers ce parcours que vous tracez? Bon, moi je suis passionnée par la musique, donc j'ai envie de connaître voilà, qu'est-ce que c'est la musique, comment on fait ça. Pour moi c'est comme tous les métiers, il faut être formé pour le faire. Et ça donne un bagage voilà, supplémentaire et ça permet d'avoir, voilà, d'accumuler un peu des connaissances. Et ce qui est bien avec ça, c'est que voilà, on finit jamais d'en apprendre en fait, on finit jamais d'apprendre. Moi je suis toujours à la recherche des nouvelles sonorités, à la recherche des nouvelles inspirations. Et puis voilà, je continue. Pour moi, je suis toujours une apprentie en musique. Et votre musique est un mélange de la pop urbaine, de l'afrobeat, donc et bien d'autres. Comment arrivez-vous à faire tout ce mélange? Bon, déjà, c'est les gens avec qui je travaille et je collabore. Là, pour le titre « Si tu veux de moi », c'est un beatmaker, un arrangeur ivoirien qui a fait le son. Donc, on a écrit cette chanson-là quand on était à Abidjan. Donc déjà il y a ce côté aussi voilà, afro. Et puis après on a tourné le vidéoclip à Lagos au Nigeria. D'accord. Alors vous avez été révélé au monde où votre public vous a connu grâce à votre participation à la saison 3 du concours The Voice Afrique francophone, demi-finaliste. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette compétition musicale? Bon, c'est mes amis qui m'ont motivé à participer à l'émission. Moi, c'était pas du tout mon truc à la base de me mettre en compétition avec des gens et tout ça. Mais voilà, on m'a motivé à le faire, je l'ai fait et puis voilà, c'était assez marrant. Quelle a été l'expérience pour vous? C'était bon? L'expérience Oui, l'expérience était bon, inattendue parce que c'était ma première expérience de télévision, de télé-réalité. Oui. Et puis voilà, c'était enrichissant de rencontrer Lokwa Kanza, de rencontrer aussi les autres talents et voilà, c'était positif. D'accord, avec la complicité de la régie, on va revivre donc ce moment en 1 minute pour voir comment est-ce que notre artiste de la semaine a pu émerveiller 4 coachs sur place. Would you rather make it whole?
So you see, now I love you more than me, and no one ever, no matter how I think you always seem to let me know, and it's working, and when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. Yeah. So care for me, baby. You say you care for me. You say you care for me. You say you care for me. Down for me, down for me. You say you'll be there to me. Voilà donc ce moment qui a révélé celle qui est avec nous sur le plateau du grand format aujourd'hui, artiste confirmé. Tilda, comment on se sent quand on finit de passer cette épreuve? C'était assez étonnant. On est déchargé émotionnellement. Oui, en fait, déjà, ce qui se passait derrière les coulisses, c'était qu'il y avait beaucoup d'heures d'attente et tout ça toute la journée. C'était très stressant et on venait juste d'arriver. On est arrivé la veille, en fait, en Afrique du Sud. Et c'était assez étonnant parce que moi, quand j'étais sur scène, j'étais très concentrée, je fermais les yeux et tout. Et j'avais pas compris, j'avais pas capté tout de suite que Charlotte Dipanda s'était retournée, que les autres c'était. C'est à la fin que j'ai compris que tous les quatre sont retournés. Là, ouais. Donc j'avais rien compris en fait. Non, mais c'était génial. Et pourquoi avoir choisi le Kwakanda? Bon, pour moi, c'est plus parce qu'il avait l'expérience. Voilà. Après, j'aurais pu choisir un autre coach aussi, mais bon, il se trouve que c'était le bon choix puisqu'il m'a permis aussi d'accéder à la demi-finale. D'accord. Et puis, on a aperçu Kamal Radji, le slammer également, qui était dans les coulisses avec Claudicia, qui vous soutenait. Qui est-il pour vous, Kamal Radji? C'est mon meilleur ami, c'est mon collègue, c'est mon époux. D'accord. Alors, cette expérience, à quoi ça vous a servi après la demi-finale, ce concours? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'expérience-là? Je dirais que, déjà, ça a été pour moi une façon d'aborder aussi le public d'Afrique francophone, qui ne me connaissait pas du tout à l'époque. C'était pour la première fois que vous vous retrouvez dans ces conditions? Oui, c'était la première fois. Et je dirais que ça m'a permis de me connecter avec ce public-là qui est assez large finalement parce qu'il y avait quand même 17 pays d'Afrique francophone qui étaient en compétition. Et puis ça m'a motivé à rester aussi, à continuer à faire des choses avec les gens d'ici. Et puis voilà. Est-ce que c'est l'expérience-là qui vous a permis de vite signer votre premier single, Si tu veux de moi? Alors le single, je l'avais déjà. Était un peu, Le single, je l'avais déjà enregistré en fait, justement pendant l'émission. Je l'avais enregistré dans le but de le sortir vraiment à la sortie de l'émission. Et le clip, par contre, on l'a fait beaucoup plus tard. D'accord. Alors pour vous, la musique, est-ce que c'est une passion ou un métier? Pour moi, c'est les deux. Les deux, oui. À la fois la passion et le... Alors, le 2 octobre 2023, à la discothèque Le Black, à Cotonou, vous avez lancé votre dernier single, c'est Géant, le titre donc, du morceau. Oui, Géant. Géant, on va suivre une séquence de Géant et puis on en parle après. Épreuve après épreuve, contre vents et marées, on aura lutté, on aura bataillé, jamais séparés, toujours connectés par la pensée, par la pensée. Je te laisserai jamais, je veux grandir avec toi, je veux vieillir avec toi, je veux pas mourir sans toi. On se tiendra par la main jusqu'à la fin. On se tiendra par la main jusqu'à la fin. Comme des géants sur le toit du monde. Comme des géants sur le toit du
cette séquence de morceaux géants de notre artiste de la semaine, morceau qui a été enregistré en France et tourné au Bénin. Alors la chanson a été enregistrée à l'île de la Réunion. Oui. Voilà, qui est une petite île de l'océan Indien. Oui, oui. C'est également mon île natale. Oui. Et puis on a tourné le vidéoclip ici au Bénin. Pourquoi le choix du Bénin pour tourner la vidéo? Déjà c'était la première fois pour moi que je tournais un clip au Bénin. Et puis je voulais vraiment que la chanson me ressemble. À Cotonou et à Ouida. Voilà, je voulais vraiment que la chanson me ressemble. Je voulais que ce soit un projet qui me ressemble. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, en tout cas tester, qu'est-ce que c'est que de faire un projet entre la Réunion et entre le Bénin. Et voilà, ça a donné ça. Et voilà, c'est la preuve qu'on peut faire des choses entre la Réunion et le Bénin, en fait. Et c'est purement l'afrobeat, Bon, je dirais plutôt que c'est de la pop avec différentes influences, un peu jazzy, un peu caribéenne aussi, un peu afrobeat et tout ça. Quel est le message que vous passez à travers ce morceau? Alors le refrain, ça fait comme des géants sur le toit du monde. Voilà, ça invite les gens à vraiment être au-dessus des choses qui peuvent leur arriver dans la vie. Et puis de se sentir grand et de leur donner le courage en fait. Et le morceau vient confirmer votre désir d'exprimer la diversité culturelle avec des messages qui inspirent. Alors qui est-ce qui vous écrit vos chansons? C'est moi-même, jusqu'à présent j'ai écrit toutes mes chansons. Ah bon? D'accord. Votre premier, on en parlait, votre premier clip, Si tu veux, de moi, a été tourné, vous l'avez dit, à Lagos, oui. Au Nigeria. Est-ce que vous êtes à la conquête de la culture africaine? Oui, complètement. Autant que je suis à la conquête aussi de moi, de mon histoire, autant que je suis de l'environnement dans lequel je suis. Et je trouve que l'Afrique, c'est vraiment une source d'inspiration inépuisable, inépuisée. Et voilà, j'invite aussi les autres artistes à venir voir ce qui se passe un peu ici. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents. Et voilà, ça serait dommage de ne pas en profiter. La nature également qui est belle. Alors pour vous, dans la vie, chacun a son destin. Et on est juste là pour faire ce qu'on a à faire et pas ce que les autres veulent qu'on fasse. Quelle est cette philosophie que vous avez? Bon, je dirais que moi, je suis toujours portée par mon intuition. Et je suis quelqu'un de très libre aussi. Et je trouve que c'est important de vivre avec un grand sentiment de liberté. C'est ce qui nous permet en fait d'atteindre nos rêves en fait. Et après ce morceau, Tilda veut continuer à produire de la musique, des visuels, des vidéoclips. On se dit à quand le premier album? Je suis en train d'y travailler justement, donc ça sera prochainement et je lancerai l'information sur mes réseaux. Dans 1, 2, 3, 4 mois? Ça je peux pas le dire, je peux pas m'avancer encore sur ça. Alors vous avez également des projets de réalisation, des feats. Est-ce que vous comptez échanger avec d'autres artistes béninois, des feats et tout avec les artistes du Bénin? Oui, bon, l'album que je suis en train de préparer c'est plutôt un album solo. Après j'ai déjà collaboré par exemple avec Lionel Weke, qui est un guitariste de jazz mondialement connu, qui est béninois aussi. Mais pour le moment, je suis plus dans continuer à faire de la musique solo avec des musiciens locaux d'ici et d'ailleurs. Et votre rêve également, c'est de concilier les objectifs professionnels à ceux de jeunes dames que vous êtes? Oui, bon, je dirais que pour moi c'est quelque chose de naturel, oui. J'ai pas à forcer quoi que ce soit. Est-ce que vous y arrivez? Oui, je suis en train de... Comment dire, je fais mon chemin. Alors vous êtes au Bénin encore pour combien de temps? Je suis au Bénin encore pour quelques mois. Je vais continuer à voyager justement dans le cadre de la création de cet album et continuer à rencontrer des musiciens, des arrangeurs, etc. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, à moyen, à terme? Oui, que ce soit ici ou à La Réunion. Alors il y aura 2 grands concerts surprises au Bénin ici. C'est ça. Donc je donnerai bientôt l'information sur mes différentes pages. Mais voilà, ça sera vraiment 2 grands concerts que je veux vraiment offrir aux gens ici. Et puis j'annoncerai prochainement les lieux. D'accord. On va finir avec la reprise d'un morceau de votre choix. Je ne sais pas si il faut reprendre le morceau que vous avez repris devant le Kwakanza et les autres, ou on va reprendre Géant. Si tu veux
Que vous allez diffuser, c'est ça? Non, non, que vous allez fredonner pour nous avant de nous séparer. Ok, d'accord. On reprend géant ou... Bon, géant, pourquoi pas géant? On y va dès que vous. Épreuve après épreuve, contre vents et marées, on aura lutté, on aura bataillé, jamais séparés, toujours connectés par la pensée, comme des géants sur le toit du monde. Wouh! Tilda en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci de votre passage sur ce plateau et puis on se revoit à tout moment. À très bientôt. Très bonne journée à vous. Ça fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 5 novembre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Solis et Arcovet. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. Suivez juste après moi Tanguy Agoye et son invité Carlos Oke dans l'émission Ce qu'il fallait démontrer. C'est tout à l'heure, juste après le grand format. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Comme des géants sur le toit du monde. Comme des géants, on bâtira, on détruira, puis on recommencera, car rien ne nous arrêtera. Oh, toi et moi, pas la pluie ni le tonnerre, pas les choses de la vie. Promets-moi, oh promets-moi.